Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mardi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre et j'anime Côte-Nord Attitude ce midi avec Tommy Auger qui est aussi journaliste à Cogeco TV. Bonjour Tommy. Eh bien bonjour. Belle fin de semaine pour toi, oui? T'as pris des bonnes images aux hivernants? Non, c'est mes collègues. On se partage, quand on a l'occasion, on se partage la tâche. C'est précieux des fois des fins de semaine en famille aussi. Oui, sauf que quand les virus sont présents, c'est un petit peu moins le fun ces temps-ci. Hein? Il y a un drôle de virus là qui se promène qu'on n'aime pas avoir à la maison. Ouais, c'est un peu plus mollo. C'est la saison grippale. Puis celle de la gastro aussi. C'est la grippe. Des fois, on va se contenter de la grippe tant qu'on n'a pas la gastro. Hein. La semaine dernière, on a eu droit à une semaine de relâche avec tout ça, plutôt politique, hein, dans la région Côte-Nord, avec le passage de 3 ministres. Le ministre Pierre Arcan a fait sa relâche du côté de la Côte-Nord, à Sept-Îles surtout. On va faire un retour sur différents sujets politiques, justement, avec la députée Lorraine Richard dans quelques instants sur nos ondes. La députée de Duplessis a assisté aussi, bien sûr, dimanche au congrès de son parti, l'Assemblée générale annuelle. Ça avait lieu du côté du cégep de Sept-Îles, là aussi. On a parlé de certaines priorités pour la région. Donc, on fait un retour sur plusieurs sujets d'actualité politique avec Lorraine Richard sur nos ondes dans quelques instants. Il semble que la sécurité routière soit une question de santé publique. Tommy, là, c'est du moins ce que nous dit, en fait, les deux directions de la santé publique, de la Gaspésie-les-Îles et de la Côte-Nord, qui ont déposé un mémoire. Là, il y avait une consultation importante qui a pris fin vendredi concernant la sécurité routière au Québec. Il semble qu'il va y avoir des changements importants. En tout cas, la santé publique en propose plusieurs. Là, on sait, sur la Côte-Nord, on a des syndromes particuliers sur la route, celui de la traverse, mais aussi celui des longues distances. Hein. À un moment donné, on vient tanner, on voudrait être rendu au bout de notre destination avant son temps, là, quand on se tape des routes de 6 heures, 8 heures, 10 heures au moins pour aller à Montréal. C'est sûr que quand on est un seul chauffeur, là, parfois il y a de l'impatience. Alors, on propose vraiment plusieurs choses là, pour réduire ou plutôt augmenter la sécurité routière sur la Côte-Nord. On va en parler avec Stéphane Talbot de la direction de la santé publique de la Côte-Nord. Également, à notre émission, on s'entretient avec la directrice du Centre d'assistance aux plaintes dans le réseau de la santé. Il y a une tournée qui s'organise avec la clinique juridique Juripop, la caravane 360 qui va s'arrêter à Sept-Îles en avril pour parler de la maltraitance envers les aînés. On va en parler, puis on va parler aussi des services. Là, comment on peut porter plainte. Il semble qu'on n'est pas chialeux sur la Côte-Nord. Ouais, ça dépend pourquoi. Il y a différentes causes. Des fois, là, pourquoi on n'est pas chialeux? Parce qu'on a peur de dénoncer, parce qu'on connaît pas les processus, parce qu'on n'a pas de raison de se plaindre. Il y a différentes raisons pourquoi on se plaint pas. Hein? Eh bien, on va en parler avec Jacinthe Thériault, directrice du CAAP. C'est le Centre d'assistance et d'aide là, pour les plaintes dans le réseau de la santé. Et en fin d'émission, on parle du dossier de la forêt du Bois-d'Œuvre. Il y avait une conférence de presse du côté de Bécomo ce matin au niveau d'Unifor. Là, c'est un syndicat affilié à la FTQ. Exactement, et on a quand même 55 000 syndiqués d'Unifor au Québec. Plusieurs sur la Côte-Nord. On pense à Port-Cartier là, avec Arbec du côté de Port-Cartier. On en a du côté de Bécomo, on en a du côté de Saguenay également. Et là, les gens d'Unifor font une tournée régionale. Ils sont du côté de Bécomo. Étaient du côté de Bécomo là ce matin là pour rencontrer leurs membres et les gens des médias pour parler de différents dossiers, dont l'important dossier du Bois-d'Œuvre là, qui est très important. On pourrait être taxé là sur des échanges de bois, principalement avec les États-Unis, ce qui pourrait faire très très mal au milieu du bois là au Québec et au Canada également. Et on va en profiter pour poser des questions sur des sujets qui sont un petit peu plus régionaux, dont les négociations du côté d'Arbec avec le directeur québécois de Unifor, monsieur Renaud Gagné. Donc il y a des membres du côté d'Arbec à Port-Cartier également là, la Syrie, puis le projet en cours avec le groupe Rémabec aussi. Exact. Ben voilà, avant cette série d'entrevues sur nos ondes, ce qu'on vous propose à l'instant, c'est un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Réunis à Sept-Îles dimanche, les membres du Parti québécois ont proposé que la priorité régionale demeure le prolongement de la route 138 jusqu'à Blanc-Sablon. En attendant, le PQ de Duplessis réclame l'implication du gouvernement pour des tarifs aériens plus abordables vers les régions. La députée Lorraine Richard remarque que le désenclavement de la Basse-Côte-Nord est inscrit dans les priorités de la Société du Plan Nord et dans celles également du ministère des Transports, mais actuellement, il n'y a aucun échéancier sur la table. À l'Assemblée annuelle du Parti québécois au Cégep de Sept-Îles dimanche, il a beaucoup été question de téléphonie cellulaire et d'Internet haute vitesse également. Les péquistes de Duplessis réclament plus de transparence dans l'évaluation environnementale des projets miniers. Ils ont aussi discuté de laïcité et de la réforme démocratique. 7 jeunes de moins de 40 ans sur 11 personnes forment le nouvel exécutif du PQ de Duplessis. Les premiers témoins ont été entendus hier au palais de justice de Sept-Îles pour le début du procès de Donna Lizotte, accusée d'agression sexuelle sur une adolescente. L'enquêteur de la Sûreté du Québec et des policiers de Ouachat-Macmagnotenam ont rappelé au juge les propos de la présumée victime décédée depuis. L'ancien chauffeur de taxi Donna Lizotte, 73 ans, a toujours nié sa culpabilité depuis son arrestation en février 2015. On lui reproche d'avoir fait monter sa victime dans son taxi pour la conduire dans un endroit isolé et l'agresser. 8 finalistes dans 3 catégories participeront au 2e concours des Dragons de Sept-Rivières. Les promoteurs tenteront de convaincre 6 experts du milieu économique de Sept-Îles et Port-Cartier. Ces derniers agiront comme dragons. La soirée, basée sur le principe de l'émission de télévision bien connue, se déroulera dans le hall du Cégep le jeudi 16 mars. Des partenaires comme Mallette et Desjardins offrent des bourses et des services variant entre 2 000 et 3 000 $ à chacun des gagnants. Une bourse sera aussi accordée à un projet scolaire à la suite de la finale du concours des Dragons dans plusieurs écoles des 2 villes. Investissement Québec accorde un prêt de 400 000 $ à la microbrasserie Saint-Pancras de Bécomo qui souhaite agrandir pour augmenter sa capacité de production. L'entreprise est limitée actuellement par la taille de ses installations et de ses cuves. Elle prévoit acheter un bâtiment et des équipements pour faire passer sa production de 1050 à 1850 hectolitres. Les bières de la microbrasserie Saint-Pancras seront ensuite plus facilement disponibles dans les commerces de partout sur la Côte-Nord. Des travaux seront nécessaires à l'une des 2 rampes d'embarquement au quai de Tadoussac pour la traverse vers Baie-Sainte-Catherine. Le chargement des navires s'effectuera donc avec une seule rampe. Donc, les camions et les automobiles vont rentrer au même endroit et ce, du 13 mars au 19 mai. Des travaux seront aussi réalisés à une des 2 rampes d'embarquement de Baie-Sainte-Catherine dans les semaines suivant le congé de l'Action de grâce 2017. Par ailleurs, la porte avant du traversier F.A. Gauthier, qui relie Matane à la Côte-Nord, est maintenant réparée. La Société des traversiers du Québec attend une autorisation de conformité pour la remise en fonction. Ça a causé certains inconvénients. Il fallait rentrer par l'arrière. Les camions, les véhicules lourds, entre autres, c'était plutôt compliqué. Là, on devait entrer en marche arrière depuis quelques jours sur le traversier F.A. Gauthier. Les maîtres du curling québécois de 60 ans et plus sont réunis chez nous pour leur championnat provincial. 16 équipes masculines et 6 féminines s'affrontent jusqu'à dimanche sur les glaces du club de la rue Comeau à Sept-Îles. Les premiers matchs de la cérémonie et la cérémonie d'ouverture ont eu lieu dimanche. Les gagnants participeront au championnat. C'était hier. Oui. Les équipes dimanche sont arrivées dimanche et l'accueil. OK, excellent. Les gagnants participeront au championnat canadien prévu en Ontario en avril. 3 équipes de Sept-Îles joue parmi les maîtres masculins. L'équipe de Michel Lachance a remporté son premier match. Laval-Chouinard et Omer-Roussy ont perdu hier. La compétition commence demain pour le championnat provincial féminin avec 2 équipes de Sept-Îles, celle de Marie Labrie et Ginette Lynch. D'ailleurs, 2 équipes de Sept-Îles qui sont dans le même pool là, s'affrontent à compter de 12h30. Laval-Chouinard contre Michel Lachance cet après-midi. Bien sûr, on peut y aller, hein, c'est gratuit. Ben oui. Du côté du curling, les maîtres
maîtres, c'est des gens de 60 ans et moins. Ouais, puis ça joue. 60 ans et plus, très habiles, très bon niveau de jeu au cours des prochains jours au curling de Sept-Îles. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Dans quelques instants, la députée de Duplessis, Lorraine Richard, est avec nous en entrevue à Côte-Nord Attitude. Attitude. Si je te demandais si t'as déjà été touché par le suicide d'un proche, probablement, comme bien des Québécois, tu lèverais la main. Probablement que tu te dirais que tu ne veux plus jamais perdre quelqu'un que tu aimes par suicide. Cette main levée, on peut la joindre avec tous ceux pour qui le suicide ne doit plus être une solution. Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers, à penser de la même façon. Ajouter ma voix, c'est un projet de l'Association québécoise de prévention du suicide qui veut réunir tous ceux qui, comme nous, n'en veulent plus du suicide. Viens sur ajoutermavoix.com, signe la déclaration. Parce qu'ensemble, tout est possible. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler plusieurs sujets d'actualité politique avec notre députée de Duplessis, Lorraine Richard. Bonjour. Bonjour. Il y avait cette fin de semaine le congrès du Parti québécois, là, plusieurs membres qui sont réunis à Sept-Îles pour réfléchir sur plusieurs sujets. Mais on va parler aussi de la semaine de relâche qui a été plutôt politique dans le comté, avec dans la région, même avec la visite de plusieurs ministres, à commencer avec Laurent Lessard. Pierre Arcan, le ministre responsable de la Côte-Nord, a passé 4 jours dans notre région, surtout à Sept-Îles également. Entre autres, l'inauguration de la prison. Pour vous, ça a été partisan pas mal, hein, parce qu'on se souvient de l'histoire, là, il y a eu plusieurs annonces par les libéraux, mais finalement, c'est le ministre Bergeron du Parti québécois qui a fait la vraie annonce, là, qui a mené à des travaux à la prison de Sept-Îles. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est sous le Parti québécois, avec mon collègue Stéphane Bergeron, qu'on avait vraiment annoncé le centre de détention. Les sommes étaient décaissées. Quand je suis allée à l'inauguration jeudi, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça extrêmement partisan. J'ai même remarqué qu'on n'avait pas énormément de gens de Sept-Îles qui avaient été impliqués dès le départ dans le dossier qui étaient présents. Ouais, c'est de l'arrogance, quoi, ou c'est de l'oubli de la part des ministres, là, on vous a à peine oublié quand on a distribué des petits bouts de ruban, là, pour l'événement. C'est parce que les libéraux veulent s'attribuer tout, finalement? Pardon? C'est de l'arrogance ou que les libéraux veulent simplement, par réflexe, là, s'attribuer des annonces comme ça, là? Ben, c'est sûr qu'ils s'attribuent des annonces comme ça. Même souvent, quand eux annoncent quelque chose, ils peuvent l'annoncer une dizaine de fois. Mais c'est de l'arrogance de la part du ministre Martin Coiteux, entre autres. C'est de l'arrogance. Si vous étiez présent à la cérémonie, vous avez vu la façon dont ça s'est déroulé. Je suis quand même une parlementaire et j'ai travaillé ce dossier-là. En tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement partisan, très arrogant de la part du ministre, parce qu'il faut savoir que les invitations venaient de la sécurité publique. Oui, il y a eu quand même beaucoup de critiques, là. J'ai interviewé hier un porte-parole de la Fédération canadienne des contribuables, à le fait que c'est une prison de luxe, qu'on donne plus à nos détenus, qu'on donne à nos aînés dans les CHSLD. Là-dessus, vous pensez que le gouvernement n'aurait pas pu réduire certaines dépenses, comme les télévisions plasma, là, autour de la prison? Bon, écoutez, vous voulez acheter une télévision aujourd'hui, M. Saint-Pierre, vous savez très bien, c'est ce genre de télévision-là qui sont sur le marché, là. On peut pas construire un nouveau centre de détention puis récupérer du vieux. Oui, c'est des coûts importants, il y a quand même des normes de sécurité qu'il faut respecter. Vous savez, des fois, peu importe le mètre carré, là, il y a des choses minimales qu'on doit respecter. Pour ce qui est, écoutez, des personnes âgées, moi, quand je suis arrivée, j'avais le centre de détention comme dossier, mais j'avais aussi l'agrandissement de Gustave Gauvreau et j'ai mené les deux de front pour être capable en 18 mois d'octroyer les fonds nécessaires et aller de l'avant avec ces deux projets. Mais il faut savoir que le nouveau centre de détention aussi, il en va de la sécurité des employés qui y travaillent, là. On essaie de réhabiliter des gens aussi, là. C'est pas une prison en sécurité maximale, c'est-à-dire comme à Port-Cartier, là. Pour ce qui est de la tournée de Pierre Arcan, qui a quand même profité de l'occasion pour rencontrer des maires, notamment avec M. Coiteux, il s'est rendu jusqu'à Havre-Saint-Pierre, à Bécomo, plusieurs jours à Sept-Îles. Il y a dû y avoir des rencontres dans le milieu économique. Ça vous apparaît bénéfique pour votre comté que le ministre responsable de la Côte-Nord passe 4 jours là dans Duplessis comme ça? On aurait peut-être préféré des annonces plus importantes là, que celles qui ont été faites dans le domaine des pêches ou l'inauguration de la caserne du côté d'Havre-Saint-Pierre. Des annonces comme Mine Arnaud ou dans l'industrie minière, là, ou au quai de Port-Cartier peut-être. Vous avez absolument raison. Moi, je me serais attendu à de nouvelles annonces, à de nouvelles investissements. Ça fait référence à la caserne Havre-Saint-Pierre. Là aussi, c'était un dossier que moi, j'ai travaillé et avec mes collègues au Parti québécois. Là, c'est nous qui avons débloqué les fonds. Je suis bien contente que le ministre Arcan vienne rencontrer les gens dans la région.
Mais par la suite, moi, j'ai assisté aussi à une réunion où étaient réunis les préfets de toute la Côte-Nord et vous savez comment ils ont dénoncé le fait que les régions sont laissées pour compte par le gouvernement libéral. Et c'est unanime qu'on rencontre des préfets, des élus, que ce soit dans le monde du tourisme, au niveau économique ou autre, dans l'éducation, aller rencontrer les gens dans les centres de petite enfance. Ils ont sabré partout au nom de l'austérité, ils ont délaissé les régions. Donc, le ministre vient de faire de la récupération politique avec des annonces sur des dossiers qui étaient déjà réglés. Soit tu viens nous rendre visite, mais moi, j'ai rien vu de nouveau dans la visite de M. Arcan et M. Coiteux, là. Oui, il paraît que ça a discuté quand même de façon avec fermeté là entre les préfets, les maires, les élus de la Côte-Nord et le ministre Coiteux concernant l'occupation du territoire. On reproche au gouvernement du Québec de tolérer le fly-in, fly-out, de couper dans le développement régional dans certains budgets et puis de transférer des emplois de fonctionnaires là, comme avec Optilab. Est-ce que vous étiez présente à cette rencontre, non, avec les deux ministres? Non, vous savez que quand les ministres font ce genre de rencontre, je ne suis jamais invitée. Mais par la suite, j'ai eu une rencontre avec les élus de la Côte-Nord. Et c'est sûr que, bon, on se parle régulièrement. Et vous avez fait référence, écoutez, il y a un fonds d'initiative pour le développement des régions. Ce fonds-là, il va être centralisé à Québec. Même si on dit que les décisions se prennent en région, c'est complètement faux. Il centralise, c'est Québec qui va décider quel projet va aller de l'avant ou pas. On leur demande d'adapter les normes et les programmes à la réalité, aux spécificités de notre territoire, ce qui n'est pas reconnu. Donc, c'est sûr que les élus ont discuté avec M. Coiteux et M. Arcan, mais la goutte aussi, vous faites référence, qui fait déborder le vase, ça, c'est vraiment Optilab. Quand vous parlez avec M. Pierre Arcan, il vous donne raison là, en disant que, bon, il n'y aura pas d'économie, c'est une perte d'expertise, c'est un service de moi aux patients, sauf que M. Arcan n'a pas d'emprise sur le ministre Barrette, comme je pense que le premier ministre en a très, très peu. Donc, il y a des décisions qui se prennent à Québec qui ne tiennent pas compte de notre réalité et qui font mal à notre population, là. Oui, il reste que tout le monde s'entend pour dire qu'ils ont été à l'écoute, là, M. Coiteux et M. Arcan, qui vient quand même assez souvent dans le comté. Est-ce que on peut penser que ça va porter fruit, là, que les messages vont se rendre aux bonnes personnes, puis qu'éventuellement, on va prendre des décisions qui vont davantage plaire à la région pour la deuxième moitié du mandat libéral, là? Il semble qu'on a promis de l'action quand même au maire, là. Moi, ça fait depuis 2003, M. Saint-Pierre, que je suis député. Depuis 2003, jusqu'en 2017, aujourd'hui, on a été 18 mois au pouvoir. Donc, les libéraux, moi, j'en ai vu passer des ministres. J'ai vu passer le premier ministre. Même quand celui-ci était ministre de la Santé, j'en ai vu passer pas mal de ministres libéraux. Et c'est toujours des promesses, d'actions concrètes. C'est extrêmement difficile à voir sur le terrain. Donc, il y aura beau à venir encore 25 fois d'ici la prochaine élection. Moi, j'attends du concret, là. Venir rencontrer les gens, puis leur faire à croire que tout va bien, puis qu'on les écoute. À un moment donné, là, concrétiser vos actions. Et c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on voit. Et quand je me promène un peu partout en ville et sur le territoire, les gens sont extrêmement déçus. Il reste que le gouvernement libéral a fait quelques bons gestes là au côté économique, notamment la société ferroviaire et portuaire. On dit que ça allait alléger les coûts, ça rend plus probable des projets comme Mine Arnaud. C'est sûr qu'il y a des étapes où le ministre peut pas parler. Là, il y a peut-être eu des discussions sérieuses à New York, mais il peut pas nous le dire. La relance avec Champion de la mine du Lac-Bloom, ça ferait du bien au comté de Duplessis. Il y a quand même de l'espoir d'un dossier économique. Ils ont de l'air à faire un bon travail. Il y a quand même de l'espoir au niveau économique parce qu'on s'attend à ce que, bon, le prix du fer remonte un peu. Je veux juste vous rappeler, vous faites référence, à tout ce qui s'est passé dans le dossier de Cliff. On avait déjà commencé. Oui, c'était une bonne chose de racheter les équipements de Cliff. On a remis la société ferroviaire portuaire sur pied. Il faut savoir qu'ils ont créé des filiales. Il faut savoir que c'est vous et moi et les citoyens, la population du Québec, qui en étions à 100% propriétaires. Présentement, ils créent des filiales. Vous savez, Champion, ils ont acheté le Lac-Bloom pour 10 millions. On en a mis 20 millions. On est à 36% propriétaires. Donc, il y a des choses comme ça, souvent, qui sont pas connues du grand public. Moi, je peux vous dire qu'au prochain crédit, là, sur la Société du Plan Nord, le Plan Nord, les fonds d'initiative, on va questionner beaucoup. Oui, moi aussi, à chaque fois que je vois le ministre Pierre Arcan, il me dit que ça va bien pour Mine Arnaud. Ça va réduire les coûts depuis qu'on a acquis les installations de Cliff. Mais j'ai pas encore vu de promoteur se pointer, là, à l'horizon, là. Puis écoutez, Cliff, c'est bien, là, mais pourquoi on a créé la Société ferroviaire portuaire? Faut pas oublier que c'est parce qu'on a profité, là, de la faillite de Cliff, là. Il y avait une conjoncture économique favorable. Oui, c'était un bon move, mais pas parce que ce sont eux qui l'ont créé. Moi, je vous rappelle que
suite au retrait à Port-Cartier de Ferro Atlantica, les gens de toute la communauté ont demandé au Parti libéral, au premier ministre entre autres, c'est un message très clair, d'intervenir pour la région, qu'on ait un fonds de développement économique approprié pour soutenir nos petites PME. Ben, on n'a pas vu un sou, là. On n'a pas vu aucune action concrète pour aider nos entreprises à traverser la crise, là. Les membres du Parti québécois dans Duplessis étaient réunis à Sept-Îles en fin de semaine. On a quand même abordé plusieurs thèmes, dont le développement du Nord, la laïcité, l'accès à Internet, la réforme démocratique et l'environnement. Ça a été assez varié. Ce qui est le fun, c'est de voir plusieurs jeunes qui s'impliquent au Parti québécois. Là, il y a un bon pourcentage de jeunes sur le nouveau conseil exécutif élu pour la prochaine année, qui sera toujours sous la présidence de Jacques-René Giguère. On s'en réjouit de la présence des jeunes. Ça veut dire qu'il y a encore de l'avenir, même si le PQ est là depuis 76, peut-être qu'il est encore là pour un petit bout. Moi, je pense que le Parti québécois est là pour un bon bout. C'est un très, très bon véhicule pour faire valoir ses idées, s'appliquer au sein d'un exécutif. Écoutez, c'est 7 jeunes de moins de 40 ans là, sur 11 personnes dans un exécutif, c'est toujours extrêmement plaisant. Il y avait des personnes plus âgées qui étaient très dynamiques, qui ont participé aux ateliers. Mais la venue de nouvelles personnes sur un exécutif, oui, le Parti québécois se renouvelle. Il se renouvelle dans Duplessis, il se renouvelle partout au Québec. On a un plan de match. Les gens ont discuté, vous l'avez dit, au niveau de l'identité, de l'environnement. On a fait des propositions qu'on va emmener au Congrès régional pour ensuite emmener au Congrès national à l'automne. Il y a encore l'Association minière du Québec qui trouve qu'on n'est pas assez rapide là, pour les évaluations environnementales. Ça va dans quel sens, les propositions du PQ de Duplessis pour l'environnement, là? Ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans le sens que les compagnies qui ont des projets ou les entreprises, on trouve une façon qu'il soit plus transparent pour justement, pour pas qu'écoutez, tout le monde a en tête ce qui s'est produit avec Mine Arnaud. Donc, de la transparence dès le début du processus pour pas juste attendre le bac pour être au courant de dossiers. Il faut travailler aussi en amont. Au niveau de l'identité aussi, mais on a été au-delà de certains termes. Je vous dis, entre autres, de ce qu'on a ce qui a beaucoup été question, c'est au niveau des télécommunications, exemple, Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire. Au niveau de la 138 aussi, il y a eu une proposition à l'effet qu'un gouvernement du Parti québécois aille de l'avant avec la 138, là. Et une autre proposition que j'ai trouvée fort intéressante, parce que moi, je la travaille également avec mes collègues, parce qu'on a le caucus de l'Est, les collègues du Bas-Saint-Laurent et ceux de la Côte-Nord, on se réunit régulièrement à Québec. Et il y a une proposition à l'effet que le transport aérien soit accessible pour la population qui a à se déplacer, que ce soit pour la santé ou autre, soit accessible aussi pour ceux qui viennent nous visiter pour le tourisme, entre autres. C'est important d'avoir des tarifs aériens qui soient compétitifs, ce qui n'est pas le cas. Et ça, c'est un frein à un développement économique, là, le prix du billet d'avion, et d'avoir une compagnie aérienne pour laquelle on est à la merci là, de cette compagnie-là. Oui. Donc, beaucoup de discussions très intéressantes. Franchement, j'ai adoré l'Assemblée générale. Ben, je vois qu'il y avait beaucoup de dossiers économiques aussi. Là, j'étais un petit peu surpris qu'on parlait pas de transport dans le communiqué qui résumait cette Assemblée générale des membres. On attend un peu le plan là, des investissements des prochaines années du gouvernement du Québec dans les prochains jours. On sait pas là s'il y a vraiment des sous pour prolonger la route 138 actuellement. Là. Il y a tellement d'autres priorités en transport aussi dans la région. Là. Vous savez, depuis que nous, quand on avait été au pouvoir, c'est important de le rappeler, il y avait toute l'histoire de Pacatan. On a été 18 mois, ça a été au moins de faire en sorte que d'arrêter Pacatan, là, de mettre la maison en ordre, comme on dit. Et j'ai assisté récemment, là, juste avant les fêtes, à une rencontre avec M. Armand Jonco et le ministre des Transports actuel, M. Laurent Lessard. Et moi, je suis sortie de cette rencontre extrêmement déçue. Le ministre Lessard avait pas de plan de match, pas d'échéancier, pas de somme. Pour moi, en tout cas, c'était une rencontre qu'on aurait pu se passer. Donc, à chaque fois qu'on arrive à parler du transport de la 138, il y a toujours on dirait des sommes victuelles qu'ils ajoutent au budget pour dire, bon, le désenclavement de la route 138. Moi, je dis, il faut un véritable plan de match. Il faut faire en sorte que ce soit sous la responsabilité du ministère des Transports. Il faut que le ministère des Transports soit maître d'œuvre, qu'on ait un réel plan de match, qu'on dise, bon, écoutez, sur le budget de cette année, telles sommes sont dévolues. Pas juste pour faire placer un petit peu de gravier ici et là en basse-côte, là. Oui. Un véritable plan de match, ce que le ministère des Transports n'a pas, puis il n'y a pas de volonté. Moi, je ne sens pas de volonté. Vous allez au budget du ministère des Transports, il vous parle de la 138. Vous allez dans le plan Nord, il vous parle de la 138. Mais je m'excuse, là. Il y a même Philippe Couillard qui en a parlé sur la Rive-Sud, à quelque part à Rimouski, dans sa semaine de relâche, lui aussi. Ben oui, parce que c'est ça, ils sont très il reste à attendre les vraies annonces. Ben, Lorraine Richard, un gros merci d'avoir pris du temps avec
avec nous à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Toujours un plaisir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Vous cherchez un emploi stable, un environnement de travail stimulant et des conditions concurrentielles? La Ville de Sept-Îles offre actuellement un poste de plombier dont les principales responsabilités consistent en l'installation, l'entretien et la réparation des systèmes de plomberie et de chauffage dans les différents édifices municipaux. Si vous possédez une formation et de l'expérience en plomberie, êtes autonome, dynamique et valorisez le travail en équipe, vous êtes peut-être la personne que l'on cherche. Consultez dès maintenant la description complète de l'offre et postulez en ligne au www.ville.7-ile.qc.ca/emploi. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Les directions régionales en santé publique, de 2 régions, la Gaspésie de la Madeleine et la Côte-Nord, se mettent ensemble pour déposer un mémoire, en fait, dans le cadre d'une consultation sur la sécurité routière. On en parle avec Stéphane Talbot, qui est conseiller en prévention à la direction Côte-Nord de la santé publique. Bonjour, Monsieur Talbot. Oui, bonjour, M. Saint-Pierre. Le lien là entre la santé publique et la sécurité routière, il est un peu dans les statistiques. On a un taux élevé d'accidents considérant la population pour une région comme la Côte-Nord. Oui, en effet, la Côte-Nord et les autres régions périphériques, là, puis ça, en fait, c'est dû vraiment aux grandes distances là, qu'on a à parcourir là, pour se déplacer vers les grands centres. Là. Oui, on a identifié des causes, les grandes distances en est une. Il y a l'accessibilité au transport, peut-être aussi la présence de véhicules lourds sur la route 138. Là, des fois, on veut dépasser pour aller plus vite parce qu'on a long à faire aussi. Oui, c'est ça. Ben, vous le savez très bien, là, quand on vient d'une région périphérique puis on veut se déplacer, surtout lorsqu'on a accès là, au grand centre seulement par une route. Nous, sur la Côte-Nord, effectivement, c'est la 138 avec toutes ses réalités. Donc, évidemment, là, on traverse un chapelet de villages, on se retrouve coincé derrière des fardiers, on a peu d'accès pour dépasser. Donc, c'est vraiment des éléments là qui mettent en quelque sorte en péril les usagers. Là. Donc, il faut être toujours vigilant. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas tant que ça de nombreux accidents mortels, mais il faut vraiment y aller avec les statistiques. Là. J'imagine que dans votre mémoire, on a documenté tout ça. Hein? Ben, on parle beaucoup on parle de certaines statistiques là, qui représentent là, vraiment les régions périphériques. Là. On est Gaspésie, les îles et la Côte-Nord, mais on peut là, ramener les recommandations qu'on émet là, à d'autres régions telles que le Saguenay, la Saint-Jean, l'Abitibi, il y en a d'autres. Vous savez aussi au Bas-Saint-Laurent. Donc là, dans le fond, les statistiques qui sont présentées là, on en a mis quelques-unes, sauf qu'on met beaucoup l'emphase là sur des recommandations qui vont faire en sorte qu'on va, avec certaines mesures, là, on va minimiser les risques d'accidents parce qu'il y a une foule de facteurs, là, ne serait-ce que la météo, en fait, qui change un peu tout. Là. Donc, ces mesures-là, en fait, en les appliquant ou en les rendant plus accessibles, qui vont venir réduire là, les taux de blessures sévères ou de décès sur les routes. Oui, il y en a beaucoup d'actions qui sont proposées d'ailleurs dans votre mémoire. Là, si je me fie au communiqué de presse qu'on a reçu, on va en parler tout à l'heure, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment une stratégie là, de la part du gouvernement, des instances principales, là, dont la Société de l'assurance automobile, sans doute. Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, c'est la grande consultation provinciale là, qui s'est terminée vendredi dernier, le 3 mars, où on pouvait, comme simple citoyen ou comme instance, là, nous, comme direction de santé publique, on l'a fait, là, déposer un mémoire où on évalue là, selon nos perceptions, selon des statistiques ou selon les mesures les plus probantes, qu'est-ce qu'on devrait appliquer pour réduire les décès, les blessures, etc. Puis ça, c'est des coûts là, financiers. Donc, on veut vraiment... Chaque perte de vie est vraiment une perte de trop. Là. Et les actions, on peut les regrouper là, par thème, là, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de propositions de la part des 2 directions de la santé publique. Le premier thème, c'est l'alcool. Hein? Là encore, c'est une des principales causes. Donc, il faut agir là où, justement, on a des causes d'accidents. Tout à fait. On a des mesures là, comme pour réduire les accidents. Comme vous le dites, l'alcool est souvent en cause. L'alcool et la vitesse sont les 2 plus grands facteurs là, de décès sur nos routes. Donc, en réduisant ces 2 éléments-là par différentes stratégies, on va y arriver. Là. Donc, on parle ici
là, comme mesure, entre autres, là, de diminuer là, le taux d'alcoolémie à 50 mg par millilitre de sang pour les individus au lieu de 0,08 de passer à 0,05. Ça a déjà été débattu. Là. C'est une des mesures, entre autres, par rapport à l'alcool, puis augmenter aussi les dépistages aléatoires tels que les barrages, là, etc. Là. Un petit peu la même chose pour la vitesse, vous l'avez mentionné, c'est l'autre grande cause au Québec. Ce qui est peut-être particulier à la Côte-Nord et aux régions éloignées, là, vu qu'on est sur la route souvent plusieurs heures quand on se déplace d'une région à une autre, c'est la fatigue. Là. On a mis une attention particulière là-dessus dans les recommandations, justement. Oui, tout à fait. Là, on a des heures et des heures de route à faire simplement pour se rendre soit à Québec, même Montréal, c'est encore plus loin. Donc, ça, c'est des éléments là, qui viennent s'ajouter à plein d'autres facteurs. Là. Il y avait le coroner, là, M. Arnaud Sanson, là, qui avait documenté, là, qui parlait d'un changement psychologique. Lui, il l'avait documenté par rapport à ce qu'on appelle le syndrome de la traverse. Donc, en fait, il y a un changement psychologique qui s'opère là chez l'individu en fonction de la distance qu'il a à parcourir. Comme je l'avais dit aussi, en fonction de sa fatigue, son taux de fatigue, ça fait combien d'heures qu'il conduit. Puis c'est une combinaison d'éléments qui font que l'individu a tendance parfois à prendre des risques davantage, comme vouloir dépasser un véhicule où c'est interdit ou tenter un dépassement téméraire. Là. C'est tous des facteurs qui, combinés ensemble, rendent un conducteur qui est habituellement respectueux des règles. Il va lui donner le goût de prendre un petit risque, là, parce qu'on est juste à Longrive, il faut se rendre à Montréal, ça fait 15-20 minutes qu'on est derrière un fardier, donc c'est ces facteurs-là, puis on essaye de sensibiliser les gens à prendre leur temps quand même. Là. Oui, bien, il y a eu quand même des améliorations. Le syndrome de la traverse, justement, c'est encore actuel, malgré qu'on a amélioré des choses là, dans le coin de Grande-Bergeronne, Tadoussac, là, il reste que ça existe encore, hein? Ah, tout à fait, là. Puis là, c'est même pas le professionnel qui parle, là, c'est l'usager, là. Il s'agit juste de prendre la traverse, là, ou d'arriver vers la traverse, là. Puis on voit tout de suite, on le voit ce changement psychologique-là chez les conducteurs. Là. On voit qu'il y a un changement dans l'attitude, une agressivité. À la sortie, c'est une course de Formule 1 pratiquement, là, pour vouloir être le premier. C'est ça. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recommandations. On aime mieux en mettre plus que moins. Mais les municipalités qui sont traversées par une seule route aussi là rencontrent beaucoup de problématiques. Puis il y a beaucoup de risques aussi là à emprunter la route là principale pour ces déplacements actifs, comme aller faire les emplettes, faire du vélo, etc. Donc on en parle aussi beaucoup de ces recommandations là d'aménager. Oui, on entend souvent des reportages là ces temps-ci sur les voitures qui seront autonomes là avec des caméras un peu partout qui pourront circuler sans conducteur. En attendant, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que la technologie soit plus au service aussi sur les routes là de diverses façons pour accommoder les automobilistes? Ben, au niveau de la technologie, je sais pas, mais tellement simplement juste en aménageant les accotements pour donner un peu plus de sécurité aux usagers, des gens où c'est leur seule voie d'accès, l'accotement de la 138, là, soit pour se mettre en forme, marcher, garder la forme, faire du vélo. Les enfants, on en voit souvent, puis c'est toujours un peu choquant d'avoir un enfant qui fait du vélo sur un petit accotement là, de quelques pieds là, quand les fardiers passent à côté de lui à quelques pouces, disons ça comme ça. Donc oui, la technologie peut beaucoup aider, mais juste dans l'aménagement, on a un grand pas à faire là aussi. Là. Oui, la technologie est déjà de plus en plus dans nos voitures. D'ailleurs, je suis un petit peu surpris de voir qu'on incluait dans les recommandations là, d'inviter les aînés à actualiser leurs connaissances en conduite automobile, mais c'est peut-être là justement, hein, c'est les voitures qui changent, pas nécessairement les routes. Alors, c'est bon d'actualiser. On veut sans doute pas entretenir un préjugé avec une recommandation comme ça. Ah, absolument pas. C'est simplement, là, comme on en parlait tantôt, les statistiques qui nous amènent à voir là, les perspectives démographiques qui font en sorte que les régions, entre autres, là, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et Côte-Nord vont se retrouver là dans quelques années avec tout près de un quart de leur population de 65 ans et plus. Donc aussi, c'est des très grands propriétaires de permis de conduire aussi, les 65 ans et plus, là, plus que la moyenne du Québec là, en Côte-Nord et en Gaspésie. Donc, c'est important parce qu'on sait qu'en vieillissant, c'est inévitable. Là, la baisse des réflexes, l'audition, la vue, c'est toutes des facultés qui diminuent là, en capacité. Donc, il faut pas se mettre la tête dans le sable sans vouloir les pointer du doigt sur quoi que ce soit. Mais si on prend le taureau par les cornes tout de suite en mettant des mesures là, à leur disposition, là, sans les discriminer, ben, je pense qu'on va juste marquer des points à cet effet-là. Là. En terminant,
terminant, Stéphane Talbot, là, on fait beaucoup de recommandations du côté de la direction de la santé publique pour la sécurité routière, pour les gens des régions éloignées, entre autres. Est-ce qu'on a confiance? C'est sûr que c'est de la volonté politique que ça va prendre en bout de ligne, puis de l'argent quand même, hein? Ah, tout à fait, là, mais je pense que juste dans le cas de sécurité routière est à revoir là, sur plusieurs mesures, là, parce que je pense que les années évoluent, comme vous l'avez dit, la technologie évolue, mais les mesures demeurent les mêmes. Là. Je pense qu'il y a une révision de fond là, qui va être faite, là. Et puis il y a beaucoup de représentation là, par rapport à des organismes qui représentent les piétons, les vélos. Nous, on a voulu se positionner différemment là, avec les régions périphériques là, d'une réalité qui est peut-être pas connue des grands centres, de voyager autant avec faire autant de kilomètres. Là. Eh bien, Stéphane Talbot de la Direction de la santé publique de la Côte-Nord, un gros merci pour cette entrevue à la radio. Ça me fait plaisir. Une bonne journée à vous. Attitude. La fête de ton plus grand arrive à grands pas. Tu sais pas quoi lui donner? Tu dois rentrer ton auto au garage, tes comptes ne cessent de s'empiler. Et ça, c'est sans parler de l'hypothèque qui gruge une bonne partie de ta paye. Et malgré tout, toi aussi, tu veux une vie incroyable. Oui, tu le peux. C'est facile et surtout possible grâce à Boutique Attraction. Une nouvelle façon de magasiner qui te fera faire de véritables économies. Avec la Boutique Attraction, tout est à un minimum de 50% de rabais. Qu'une seule adresse pour te faire sourire, boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va maintenant parler des plaintes dans le réseau de la santé, puis d'une tournée qui s'en vient avec le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, mais aussi avec la clinique juridique Juripop. La tournée Caravane 360 va permettre de venir parler à Sept-Îles et sur la Côte-Nord de maltraitance envers les aînés. Pour nous en parler, Jacinthe Thériault est directrice du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord. Bonjour, Madame Thériault. Bonjour, Monsieur Lapierre. D'abord, rappelez, Madame Thériault, là, votre organisme, vous avez un bureau à Sept-Îles. On peut aider les gens, hein. On est là pour ça, pour aider les gens qui auraient des plaintes, des réprimandes face à nos services dans les hôpitaux, les CHSLD, tout le réseau, hein. Absolument. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, nommément le Cap Côte-Nord, est ouvert depuis près de 25 ans et on dessert l'ensemble du territoire. Et notamment, depuis 2 ans, on va fêter notre anniversaire. Nous avons ouvert un point de service, un bureau permanent à Sept-Îles qui va fêter sa 2e année d'existence le 1er avril prochain. Oui. Et vous, vous êtes un peu directement associé à la CIS, au Centre intégré de santé. On a fusionné bien des établissements pour en faire rien qu'un pour la Côte-Nord. Pour le Cap Côte-Nord, ça a changé des choses. Vous êtes quand même indépendant, hein? Même si on vous donne du financement, ça vient du ministère de la Santé. Il faut quand même être indépendant pour faire le travail que vous faites. Oui, tout à fait. C'est même essentiel, M. Lapierre. Dans le fond, nous, on est financé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et non, on ne fait pas partie du tout d'établissement. Nous sommes un organisme sans but lucratif, géré par un conseil d'administration, mais complètement indépendant du réseau de la santé et des services sociaux. Et là, on a un bureau à Sept-Îles pour accompagner les gens. Est-ce que ça se plaint beaucoup? Ça, à Côte-Nord, on entend beaucoup parler des syndicats là, qui dénoncent parce qu'on était en période de maraudage. Les syndicats étaient très actifs, mais les citoyens, les utilisateurs de services, on n'a pas le réflexe de se plaindre si souvent que ça, hein? Tout à fait. Je vous dirais, si je regarde les statistiques pour l'an dernier, là, on a le CAP a accompagné 413 interventions pour l'ensemble de la Côte-Nord. Vous allez dire, bon, moi je trouve toujours que c'est peu parce que des fois, si on ose dénoncer, on va avoir des résultats et on va changer et améliorer la qualité des services que les Nord-Côtiers, pour l'ensemble des Nord-Côtiers en fait. Là. Mais vous avez raison, très souvent on va le dire à nos amis, on va le dire à notre famille, mais on n'osera pas faire une démarche officielle de dénonciation dans le réseau. Puis vous savez, c'est une démarche positive. Le but de faire une démarche de plainte, c'est pas de trouver un coupable, c'est d'améliorer les services et surtout d'avoir accès à des services de qualité dans notre région. Oui, parfois il y a des
des choses très grosses. Parfois, c'est juste des petits gestes aussi, des petits changements. C'est sûr qu'on a entendu beaucoup parler dans les 2 dernières années là des changements de structure, de coupures, d'austérité. Ça n'a pas amené quoi. C'est pas en augmentation le nombre de plaintes, si je comprends bien là. Écoutez, l'an passé, on avait 44% d'augmentation. Pour cette année, nous allons sortir nos chiffres là, très bientôt. Je vous dirais que pour l'instant, ça semble être stable au même niveau que l'an dernier. L'année passée, on avait 361 personnes qui ont fait affaire ici à notre organisme. Puis je vous dirais, les motifs d'insatisfaction principaux, c'était beaucoup l'accès aux services, les soins et les services dispensés et l'organisation du milieu. Fait que je ne sais pas si c'est l'année qui s'en vient, là, on va être en mesure de dresser un portrait un peu plus exhaustif là, d'ici quelques semaines. Madame Thériault, est-ce que les plaintes, a priori, bon, lorsqu'on reçoit une plainte, on la comptabilise, mais est-ce que la plupart des plaintes sont facilement résolues par l'information? Donc, les gens n'ont pas nécessairement eu accès à l'information ou une méconnaissance de l'information et la plainte se résout rapidement, ou on va vraiment un peu plus loin et ça peut aller vraiment à peut-être là, émettre des recommandations pour régler certaines problématiques? Oui, tout à fait. Je vous dirais, la plainte est adressée. Nous, notre rôle, c'est d'assister et d'accompagner l'usager à travers le processus. Donc, on est là avant, pendant et après. Et la plainte, nous la rédigeons pour l'usager, nous lui aidons et nous l'acheminons au commissaire dans chaque établissement. Là, dans le fond, dans chaque établissement du réseau de la santé, il y a un commissaire aux plaintes et notamment son bureau est à Sept-Îles. Et le commissaire aux plaintes analyse et émet des recommandations s'il y a lieu. Oui. Effectivement, le but, c'est de corriger les situations pour pas qu'ils se répètent. Pourquoi les gens de la Côte-Nord se plaignent peu, Madame Thériault, là? Ça n'a pas de l'air compliqué. Pourtant, il y a un service, il y a une gang qui sont là. Vous êtes là pour nous accompagner, nous aider, puis voir au suivi. Pourquoi les gens se plaignent peu, vous pensez? Très grande question, monsieur, auquel je n'ai malheureusement pas de réponse. Je pense que les Nord-Côtiers, on est habitués à se contenter... je vous dirais, on n'est pas des revendicateurs nés. Bon, me débrouiller autrement. Ben, je pense que oui. Je saurais pas vous le dire, mais c'est sûr que on est très différent des grands centres à ce niveau-là. On est moins revendicateurs, certaines choses. Et là, il y a la caravane 360 qui s'en vient sous le thème Ensemble contre la maltraitance envers les aînés. C'est un bon thème, ça, hein? Dans le réseau de la santé, de la maltraitance envers les aînés, ça peut prendre toutes sortes de formes, hein? Oui, tout à fait. Vous conviendrez avec moi que c'est un sujet d'actualité. Évidemment, ces ateliers-là sont offerts par la clinique Jury Pop de Montréal, qui fait une tournée provinciale. Eux autres, c'est des avocats, hein? C'est vraiment des spécialistes, là, des gens de loi. Oui, absolument. Puis le CAP est heureux de s'associer avec la clinique Jury Pop et de faire venir cette caravane 360-là. Dans le fond, ça va être des ateliers interactifs qui vont traiter des abus envers les aînés. Je vous donne quelques exemples. Il y aura certainement des ateliers conférences pour aborder la question sur différents angles, les abus. Exemple, le mandat d'inaptitude, la visite sur le médecin, les directives médicales anticipées. Une multitude de sujets auxquels les gens vont pouvoir poser des questions, possiblement avoir des réponses. Il y aura même des consultations individuelles en fin de journée. Parce que je pense que c'est une journée qui est gratuite. Cette journée-là est gratuite. En fait, on charge 22 $ pour les frais de pause et de repas, ce qui est, à mon avis, assez très, très raisonnable. Et pour une bonne information sur tout ce qui a trait, en fait, c'est pour prévenir les abus envers les aînés. Mais vous savez, quand on est bien informé sur comment remplir son mandat d'inaptitude, l'obligation de faire son testament, les directives médicales anticipées, il y a moins de chances qu'on soit abusé si on est bien informé. Oui, c'est le but de la caravane. Et ça s'adresse pas juste aux aînés, hein. Dans le fond, l'entourage est important là pour encadrer nos personnes âgées qui sont justement pas des gens qui ont l'habitude de se plaindre, d'utiliser des services comme le vôtre et tout ça là. Donc la rencontre, ça peut être aussi pour des gens là que le père, le grand-père, le grand-mère vivent des choses particulières. Oui, tout à fait. Tout l'entourage des personnes, je vous dirais à compter de 40 ans, il n'y a aucun problème. Même tous les aidants naturels. La conférence est ouverte en fait au public en général. Et il faut le dire. Ceux qui veulent s'informer. Et il faut le dire, on est mieux d'y aller avant. Et s'informer et en apprendre plus que de se dire moi j'ai jamais eu de problème donc j'irai pas puis d'attendre qu'on ait des problèmes avant de s'informer. Ben exactement, tout à fait. Puis il va y avoir des spécialistes sur
sur les lieux qui vont être capables de répondre à vos questions. Et il y aura aussi, on va vous donner de la documentation. Quand vous allez sortir de votre journée, je pense que vous allez avoir un bon portrait. Comment prévenir les abus envers les aînés. Mais là, on parle pas juste du réseau de la santé, là, avec Jury Pop. Là. Ça peut être familial, hein, des fois des histoires de fraude. Ça existe aussi, là, de la fraude, du vol envers nos personnes âgées. Oui, en effet, on parle pas juste des abus au niveau des institutions en réseau de santé et services sociaux, mais on parle de toutes formes d'abus, les abus physiques, les abus financiers, des abus liés à l'AGIS, etc. On touche tous les sphères de la vie de la personne. Bon. Eh bien, on peut rappeler que cette rencontre du côté de Sept-Îles, là, ça va avoir lieu le 13 avril. Il va y avoir un spécialiste de Jury Pop qui va être ici, un avocat, pour parler de la situation des personnes âgées, de leurs droits également. Hein, on le fait. C'est dans le cadre d'une tournée à travers le Québec. Jury Pop est en train de s'étendre un peu partout, là. C'est des services comparables à ce que vous faites au Cap-Côte-Nord, justement. Oui, c'est aussi un organisme communautaire qui met avec le volet juridique. Absolument. Vous savez, la tournée ici, le Nord-Côtière va débuter le 10 avril à Forestville, le 11 avril à Bécomo et le 13 avril à Sept-Îles et particulièrement au centre socio-récréatif. On invite tous les citoyens du secteur de Port-Cartier, Sept-Îles, Saint-Pierre, etc. Et le coût est de 22 $ pour le repas et les collations. Et les ateliers, c'est entièrement gratuit. Et pour avoir de l'assistance ou de l'accompagnement, si on a quelque chose, un message à adresser, des améliorations qu'on souhaite voir apporter dans notre réseau de la santé, le CAB, c'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Votre bureau de Sept-Îles, on peut les contacter directement ou on passe par la centrale, Madame Thériault? Je vais vous donner 2 numéros, Monsieur Lapierre. À Sept-Îles, vous pouvez rejoindre nos conseillers qui feront plaisir de vous accompagner. Et au 418-968-2779. Et si vous êtes en dehors de Sept-Îles-Port-Cartier, la ligne est 1-800-1877-767-2227 et il nous fera plaisir de vous accompagner, monsieur et madame. Eh bien, un gros merci, puis on se donne rendez-vous le 13 avril prochain au Centre sociaux avec Jury Pop, une séance sur la maltraitance envers les aînés. Madame Jacinthe Thériault, je rappelle que vous êtes directrice du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi. Ça me fait plaisir. Au revoir et bienvenue à tous. Au revoir. Au revoir. Côte-Nord. Attitude. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. From this moment, même si c'est écrit sur la je serai jamais ta blonde. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Le party du vendredi. Salut tout le monde, c'est David. Après une longue semaine de travail, je vous propose de commencer le week-end en faisant le party avec moi et mes nombreux collaborateurs. Au menu, de la folie, des suggestions de drinks, de jeux et d'activités pour agrémenter vos soirées festives, des concours et bien sûr la meilleure musique de party avec les vagues musicales mixées par mon ami Mike Ouellette. Commencez votre fin de semaine en faisant le party avec nous tous les vendredis de 16h à 19h. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Tommy, on va parler de notre industrie forestière sur la Côte-Nord, une industrie qui a connu tant de problèmes au cours des 15 dernières années. Hein, on les a vus fondre les emplois en foresterie dans notre région. Le syndicat Unifor, justement, est en tournée et parlait du dossier du bois d'œuvre en conférence de presse à Bécomo aujourd'hui. On sait qu'Unifor regroupe aussi des gens à la scierie à Port-Cartier, là, du groupe Rémabec, la scierie Arbec. C'est Monsieur Renaud Gagné qui est avec nous d'Unifor. Bonjour, Monsieur Gagné. Oui, bonjour. Premièrement, Monsieur Gagné, vous êtes du côté de Bécomo aujourd'hui pour venir rencontrer des membres. Expliquez-nous un peu là comment se séparent là, les différents syndiqués membres d'Unifor sur la Côte-Nord.
Bon, on a la papatière Bécomo, naturellement la scierie aussi de Résolu, les opérations forestières et à Port-Cartier, les opérations forestières et la scierie à Port-Cartier aussi. Là. Donc ça, c'est nos membres sur la Côte-Nord sont tous présents aujourd'hui à notre réunion là, pour ce qu'on appelle le leadership, les gens qui représentent ces gens-là directement dans les différentes unités syndicales. Ça peut représenter combien de gens environ? Ici, dans la région, là, les deux ensemble, c'est à peu près 1100 personnes. Donc, quand même plusieurs membres, là. Donc, c'est important de venir les rencontrer. Vous aviez différents dossiers à venir traiter avec eux et à venir discuter avec eux. On va commencer avec le gros sujet qui est le fameux bois d'œuvre, les échanges avec les États-Unis. Donc là, vous entretenez avec les gens principalement concernant la taxe que les Américains veulent imposer sur le bois d'œuvre. Ça, c'est un gros dossier qui vous agace beaucoup. Oui, parce que la dernière crise, ça a été assez désastreux. Il faut se rappeler qu'on a payé jusqu'à 30% de taxes. Là, les compagnies américaines avaient quand même perçu 5 milliards. Il y a 4 milliards qui est revenu de cette entente-là qui a été retourné aux entreprises. Mais la difficulté, c'est que tant que la bataille dure, de mettre des chèques dans tous les bundles ou de rouleaux de papier qu'on les envoie à l'exportation, à un moment donné, les entreprises ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts et être capables de faire leur opération. Donc, il y en a qui ont fait faillite. On a perdu 12 000 membres là, de 2008 à 2012 en la période de la crise. C'est sûr qu'il y a eu la crise financière et immobilière. Là. En 2006, on avait quand même 2 millions de mises en chantier aux États-Unis. On a baissé à 450 000 quasiment pendant 4 années. Donc, si on ne construit pas de maison, on n'exporte pas de bois, puis c'est toute la chaîne qui est en cause. Si on fait pas fonctionner les scieries, on va pas en opération forestière, les camionneurs ne travaillent pas, on n'a pas de copeaux pour la papatière, puis les sciures, les planures pour d'autres industries comme le panneau ou d'autres transformations pour faire du granule ou n'importe quel autre produit qu'on peut vendre. Là. Donc, c'est sûr que là, ce qui s'annonce avec un gouvernement américain qui est beaucoup plus protectionniste que les démocrates l'étaient ou la position qu'Obama avait annoncée, il y a eu un dépôt d'une plainte au département du commerce américain en novembre dernier, 25 novembre, et on sait probablement qu'on va une taxe entre 30 et peut-être même plus à compter de la fin avril. C'est une mesure qui est temporaire, là, mais écoutez, ça va être assez sérieux pour plusieurs entreprises. Là. Parlons-en de cette plainte des Américains là qui disent que le Canada et le Québec vendent son bois des terres publiques au rabais. C'est pas un peu cavalier de leur part et de dire on pourrait au moins discuter pour en venir à un accord plutôt que de déposer une plainte et d'obliger une taxe? En fait, il y a eu une année de transition là où il aurait dû avoir normalement un accord là, où il y avait libre marché, aucune taxe. Et ça, on parle d'octobre 2015 à octobre 2016. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour toutes sortes de raisons. Nous, ce qu'on dit, c'est que même avec l'ancien régime forestier, où on n'avait pas de système de mise aux enchères, on avait tout gagné devant les tribunaux. Donc, on est encore mieux placé. Pourquoi qu'on a à subir ça? Le temps que l'industrie américaine fait ça, eux, ça augmente leur part de profit, là, parce que si on exporte moins, eux autres, il va y avoir une rareté, puis les prix vont augmenter probablement aux industries américaines, puis il faut savoir que dans l'Ouest canadien, des grandes compagnies comme Canfor, ils ont autant d'usines du côté américain qu'ils ont acquises. Donc, pour eux autres, ça les fait moins mal que nous dans l'Est avec notre épinette noire, là, puis ce que ça peut impliquer. Là. Et là, vous demandez au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, d'agir, mais c'est pas les Américains qui ont le gros bout du bâton? Écoutez, là, ce qui est un peu plus brouillon là-dedans, là, c'est qu'avec la réouverture de l'entente de l'ALENA, faut savoir que le bois d'œuvre n'est pas dans l'ALENA. Ça avait été exclu probablement à cause des difficultés de convenir d'une entente, mais là, on sait même pas à ce stade-ci. On peut-être de savoir à fin avril comment les négociations vont se faire par rapport à l'ALENA. Là, on sait qu'on a Raymond Bachand qui a été nommé pour ce dossier-là, puis on a Raymond Chrétien qui est responsable négociateur parce qu'on fait partie de la coalition du gouvernement du Québec, là, puis finalement toutes les personnes concernées, que ce soit l'Union des municipalités, que ce soit le Conseil du patronat, que ce soit toutes les fédérations, chambres de commerce, etc., qui sont autour de la table avec le premier ministre, Mme Anglade, puis M. Blanchette. Donc,
nous, on fait vraiment des pressions sur Ottawa pour qu'ils nous donnent des garanties de prêt, pour permettre aux entreprises de continuer à opérer, parce que si je n'ai pas mes revenus de 30% de taxes, même si je vais les recevoir plus tard, entre-temps, il faut que je paye les factures d'épicerie, la matière première, et donc c'est pour ça qu'on parle de garantie de prêt. Et si jamais les travailleurs sont touchés dans une communauté, ben qu'on ait des programmes, un programme spécial musclé là, au niveau de l'assurance-emploi pour permettre aux gens de passer en travers et possiblement peut-être de profiter de l'occasion qu'on ne souhaite pas, mais s'il y a un arrêt, de pouvoir retourner en formation là, pour être capable de répondre aux besoins de demain, parce que là, il va nous manquer à peu près 15 000 personnes dans les 3-4 prochaines années pour occuper les postes. Là. Est-ce que la résolution d'urgence que vous allez présenter au congrès de la FTQ porte en ce sens concernant le bois d'œuvre? Oui, exactement. Elle a été présentée au dernier congrès. Donc, tous ces éléments-là sont rendus sur le bureau du premier ministre. On a 60 quelques sections locales à travers la province, là, partout, parce qu'il y a 135 municipalités qui ne vivent exclusivement que de la forêt. Donc, on a envoyé ça directement au bureau du premier ministre. Les chambres de commerce, les municipalités ont fait la même affaire. Là, donc, on veut s'assurer à la table de négociation, au moins du côté canadien, qu'on ait une position qu'on appelle de consensus, là, que les gens de l'Ouest comprennent nos réalités dans l'Est, puis ainsi de suite, pour pas qu'on se tire dans le pied l'un et l'autre. Là. On n'a pas les mêmes réalités. Là. Il nous reste à peine une petite minute. Là. Je voudrais pas passer à côté d'un sujet qui nous touche très localement, les négociations là, du côté de Rémabec. Là. Parlez-nous-en un peu. Bon, les négociations, j'ai participé en mois de février. Là, j'avais rencontré la présidente de la compagnie. Et on est en conciliation dans ce dossier-là. Naturellement, ça a retardé. Pourquoi? Parce qu'il y a des prochains investissements, puis l'employeur n'était pas disponible. Laissez-nous faire nos projets, puis on vous reviendra. Finalement, bon, on a demandé la conciliation et des rencontres sont prévues le 4, 5, 6 avril à Québec, directement au ministère, et à laquelle je vais participer. Puis on espère de conclure une entente avec l'entreprise, là, autant au niveau de l'opération forestière que de la scierie. Est-ce qu'on va s'affairer, là. Est-ce qu'on est inquiet, M. Gagné, du côté de Port-Cartier pour les emplois en foresterie? Là, on a vu mourir bien des scieries un peu partout, surtout en Haute-Côte-Nord dans les dernières années. Et puis là, avec Trump, le dossier du bois d'œuvre avec les Américains, là, ça a été une des causes de la crise forestière sur la Côte-Nord. Là, Arbeck, ça a l'air un joueur solide qui est là pour rester du côté de Port-Cartier, selon vous? Ben, écoutez, je pense que oui, là. Quand je dis je pense que oui, c'est que la fibre de bois, là, c'est comme l'avenir, là, pour les gaz à effet de serre, la captation du carbone. Donc, l'industrie est là pour survivre. Naturellement, ce qu'il faut éviter, c'est à un moment donné qu'on soit arrêté pendant 1 an, 2 ans, puis là, on n'a plus la main-d'œuvre, les gens quittent la région, puis on vient pour redémarrer, puis on n'a plus de personnel pour le faire. Là. C'est ça qui m'inquiète le plus, là. Mais en termes d'opération, puis des projets de faire du biofuel ou d'autres choses, c'est quand même intéressant, ces projets-là. Puis on va devoir y arriver, parce que dans la politique du gouvernement de réduction du pétrole ou des énergies fossiles, veut pas, il va falloir se transférer vers d'autres énergies, que ce soit éolien, que ce soit à partir de la fibre de bois, et tout ce qu'on peut faire autant dans la construction ou d'autres matériaux verts, je pense qu'il y a un avenir important dans le secteur de la forêt, mais comme on a eu la crise de l'épinette, pas de l'épinette, mais de la tordeuse d'épinette, là, on a trouvé une solution, c'est assis que le gouvernement, puis on a pu repartir les opérations, mais là, on a une autre crise qui nous frappe, là, qui va probablement être assez difficile à traverser. Monsieur Renaud Gagné, ça fut très intéressant. Est-ce que vous me donnez la permission de vous rappeler lorsqu'on voudra reparler du dossier du bois d'œuvre? Aucun problème. Merci beaucoup, Monsieur Renaud Gagné, directeur québécois du côté de Unifor. Merci. Merci. Et ça complète cette émission de Côte-Nord Attitude, 7 mars. On sera de retour demain. Valérie Dionne sera avec moi en co-animation. On devrait avoir un petit spécial pour la Journée internationale des femmes demain à Côte-Nord Attitude. Tommy Auger de Cogeco TV, un gros merci pour ta participation ce midi. Toujours plaisir. On écoute ton émission, c'est ce soir, demain. Plein d'images de la nouvelle prison, là, demain à partir de 18h30. Est-ce que tu as trouvé ça luxueux, toi? Trop luxueux? C'est neuf. C'est beau.